Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. Les handballeuses du NLA joueront-elles les playoffs de LFH, 7e au classement? Il leur reste 2 matchs de saison régulière avant la fin de cette saison, 2 rencontres face au leader Metz et à Toulon. On en parle dans un instant. C'était l'année de la découverte également pour les handballeuses nantaises, avec une première participation à la Coupe d'Europe. Un petit tour et puis s'en vont face aux Suédoises de Ur. Je le prononce bien? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Quel souvenir garde-t-on justement de cette courte campagne européenne? Quels enseignements en tire-t-on du côté des dirigeants, du staff ou des joueuses? Eh bien justement, on leur posera la question. Un club omnisport à Nantes, c'est une idée qui revient avec insistance ces dernières semaines. Peut-il être une vraie aubaine? Qu'en est-il vraiment? Et puis, peut-il être une vraie aubaine pour des clubs comme le LNA? Eh bien, justement, on posera la question au principal instigateur de cette idée, le président du NLA, Arnaud Ponroy. Bonjour. Bonjour Olivier. Avec vous, sur ce plateau, 2 de vos joueuses, Marion Calavé, c'est bien ça, la gardienne. Bonjour. Et Pauline Quatanea. Bonjour. Bonjour. Et puis l'entraîneur également du NLA, Yann Basny. Bonjour Yann, un habitué du plateau. Oui. Alors on commence par vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, on va commencer par ces dames, si vous voulez bien, messieurs. Pauline, coup de cœur ou coup de gueule? Alors, moi, je dirais coup de cœur. Je pense pour le lancement de la campagne officielle pour les JO 2024 à Paris. Je pense que voilà, pour tout sportif, c'est un rêve d'avoir les JO dans son pays. Et voilà, en plus, moi, je compte les années. Je me dis que dans 8 ans, il y aura peut-être possibilité encore d'y participer. Donc voilà, c'est mon coup de cœur. Marion, coup de cœur ou coup de gueule? Cœur, on va commencer par coup de cœur. Je vais rester dans le domaine du sport, peut-être la perf de la Villény chez lui à domicile, voilà, où il a franchi, je crois, 6-0-2, il me semble. C'est de la perche, hein, soit la perche. Soit la perche. Et j'aime bien cet athlète parce que récemment, sur les meetings précédents, il n'avait pas été trop présent et j'aime bien sa façon de faire. Il rebondit à chaque fois et il a un état d'esprit qui est assez conquérant pour toujours aller plus haut. Donc. Yann, coup de cœur ou coup de gueule? Moi, j'ai plutôt coup de gueule par rapport à la Fédération française de handball, par rapport à sa gestion de handball féminin, on va dire ces 2 dernières saisons ou 2 dernières saisons, parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes et ça met le handball féminin dans la mauvaise position par rapport aux autres sports. Ces problèmes-là, si c'est l'équipe de France, si c'est la gestion de LNA, LFH et la saison suivante, etc. Et je pense que ça peut se gérer beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Et pour l'instant, rien qui se passe. Tout est un petit peu retardé, en retard. Et ça vous énerve? Ça m'énerve. Arnaud, coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur à la ville de Nantes, pour le fait simple que le sport de haut niveau est devenu un des facteurs d'attractivité, au même sens que la culture. Et ça, je trouve que pour une ville comme Nantes, c'est bien. Donc coup de cœur à la mairie. On parlera justement de ce club omnisport que vous aimeriez voir naître ici à Nantes avec tous ces clubs de haut niveau. Mais d'abord, le Nantes Loire-Atlantique Handball participera-t-il aux phases finales pour la 2e saison consécutive du championnat de Ligue féminine de handball? C'est la question qu'on va vous poser dans un instant. Mais avant, regardez la situation actuelle du club en LFH, 7e au classement avec 27 points, à 1 longueur du 6e et 2 du 5e, en sachant que Nice et Nîmes ont un match en plus. Et à 2 journées de la fin, 2 journées que vous jouerez face à Metz dès samedi prochain à la salle du Vigneaud, Metz le leader, et à Toulon le 8e, mais qui est assez loin, on l'a vu, on le voit au classement derrière vous. Tout d'abord, est-ce que le NLA est à sa place, Pauline, à cette 7e place de LFH?
Je dirais que non, parce que c'est vrai que le fait que Mios, qu'il y ait eu le dépôt de bilan... L'équipe de Mios, qui a été l'équipe de Mios qui liquidée, grosso modo. C'est ça, et du coup, on avait gagné contre cette équipe. Donc, du coup, on a perdu ces points-là, donc ça faisait quand même 2 points. Et puis, dans la course aux play-offs, c'est sûr que les équipes qui sont juste au-dessus de nous, comme Nice et Besançon, avaient perdu face à cette équipe de Mios. Donc, je pense qu'on devrait être, du coup, plutôt 4e ou 5e. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait eu ce dépôt de bilan. Et je pense que ça nous a fait un petit coup au moral quand on a pris cette décision. Ça a faussé la donne, Yann. Ça revient un peu à votre coup de gueule aussi Ouais, ça peut-être ça a faussé la donne, en sachant que nous, on a joué contre Mios extérieur. Les Besançon et Nice, ils peuvent argumenter qu'ils ont joué le match extérieur. Nous, on a joué domicile, joué extérieur. Ouais. Mais ça pouvait fausser la donne, mais ça fait partie de coup de gueule, parce que gestion de club, c'est pas possible que cette club-là, ils ont laissé participer à l'ENH, et 3 mois plus tard, on apprend qu'il y a autant de problèmes qu'ils sont obligés de déposer le bilan. Voilà. Quelle progression vous étiez fixé justement au cours de ce championnat? Vous êtes, en enlevant Mios, dans votre marge de progression? Je pense que, comme elle a dit Pauline, on n'est pas à notre place, et c'est pas que par ces 2 points contre l'équipe de Mios, parce que on était capable de gagner contre les équipes qui sont à tête de tableau, et malheureusement on a perdu les 4 matchs contre notre adversaire direct. Donc contre Nice on a perdu 2 fois domicile extérieur, contre Besançon on a perdu 2 fois domicile d'extérieur, et ce sont les points qui nous manquent beaucoup. C'est l'irrégularité de cette équipe du NLA, Marion, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a eu un manque. On avait bien commencé la saison. Mais le problème, c'est que oui, je pense qu'on a vraiment des irrégularités dans le jeu. On n'est pas assez constant, on n'a pas une ligne de jeu qui fait que les victoires, donc contre les gros peut-être parce qu'on était désinhibés, qu'on se dit comme à chaque fois qu'on sait qu'on n'a rien à perdre. Et le problème, c'est que les matchs importants restent quand même les matchs qui sont avec les équipes équivalentes au niveau du classement, et c'est les matchs qui nous font défaut. On a l'impression, Arnaud, ça doit vous énerver, ça, le président que vous êtes, que l'histoire se répète. Il y a 2 ans, à 2 journées de la fin, vous jouez les play-offs, mais vous n'êtes pas en position favorable, vous ne passez pas. L'an passé, c'est la même chose, mais vous passez. Cette année, on se retrouve un peu dans le même cas de figure. Oui, moi je trouve qu'il y a quand même une évolution qui est très importante et qui ne se voit pas au tableau de marque. C'est l'évolution du groupe. Parce que je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire avec Yann sur les 2 dernières saisons, c'est petit à petit de constituer un groupe qui soit un groupe beaucoup plus cohérent, avec beaucoup plus de solidarité, avec des vraies valeurs sportives et humaines, ce qu'on n'avait peut-être pas les années précédentes. Mais comment expliquez-vous justement qu'au même moment de la saison, on se retrouve dans la même position? C'est parce qu'on a progressé sur des facteurs qui sont un petit peu des facteurs extrasportifs. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un groupe infiniment plus sain et infiniment plus agréable et plus performant dans son potentiel que le groupe précédent. Par contre, comme le disaient Yann, Marion, Pauline, etc., on est encore très irrégulier. On est très irrégulier. C'est quoi? C'est la jeunesse du groupe? C'est le manque d'expérience? C'est quoi? C'est qu'à un moment donné, effectivement, on a des jeunes joueuses qui n'arrivent pas à passer le palier en se disant je suis peut-être une jeune joueuse, mais à un moment donné, on compte sur moi. Ouais. Donc on a des jeunes joueuses qui peuvent rater les derniers shoots, qui nous feraient passer devant ou au moins avoir le match nul. Et puis on a des joueuses un peu plus matures qui ne sont pas capables de garder le ballon quand il faut et qui vont s'agiter comme si elles avaient 18 ans. Donc c'est cette combinaison de vieilles, entre guillemets, de joueuses expérimentées qui ne tiennent pas leur statut et des jeunes joueuses qui n'arrivent pas à acquérir le statut supplémentaire d'une joueuse qui va prendre ses responsabilités au moment où on lui donne. Alors regardez le bilan du NLA sur cette saison 2015-2016. 14 matchs de championnat, 6 victoires, 1 nul, 7 défaites. Forcément, Yann, ces chiffres, ils ne peuvent pas vous satisfaire, j'imagine.
La saison précédente, avec cette bilan-là, on y était déjà à play-off. Ouais. Donc, si on rajoute le match contre Mios qu'on a gagné, on a autant de victoires comme les défaites. Ça ne nous satisfait pas, justement, par rapport à ces défaites contre les équipes de la même niveau que nous. Et si on a fait 2 points de plus, mais ce sont toujours les si et on n'a pas fait. Donc, on ne peut pas être satisfait, on ne peut pas être content avec ce bilan-là. Marion, vous êtes arrivée en début de saison. Qu'est-ce qui vous plaisait, vous, justement, dans le projet du NLA, une équipe qui montait en puissance, hein? C'est ça, c'est que c'est un jeune club au niveau du contexte professionnel. C'était la 3e année, je crois, en D1. Et voilà, on sait très bien qu'un jeune club a beaucoup de projets et d'ambitions. Et j'aime bien le côté, participer à ce genre de choses, ouais. Voilà, construire quelque chose, parce qu'on sait que voilà, ça prend du temps, il y a du travail, il faut que la cohésion de groupe prenne avec beaucoup de nouvelles joueuses aussi. Et j'aime bien ce chemin-là, j'aime bien ce cheminement. Et je pense que Nantes aussi, avec ce que dit Arnaud, une ville qui est très très sportive et qui valorise le sport, il y a vraiment moyen de faire place à Nantes au niveau du handball féminin. Mais c'est une déception, malgré tout, pour vous. Vous vous attendiez à mieux en venant ici ? Je ne sais pas trop. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. On n'avait pas été que 2-3 à arriver. Donc il faut voir comment l'équipe tourne. On a été tributaire de beaucoup de blessures aussi dès le début de championnat, ce qui fait qu'on n'a jamais joué avec l'équipe vraiment au complet. Ça a toujours été un peu bricolé. Je pense que si on avait eu pleinement l'équipe opérationnelle à 100%, les résultats auraient été aussi un petit peu différents. Et je ne suis pas déçue, j'aime pas perdre, donc j'aurais aimé qu'on soit un peu plus régulière. Je pense que la saison, toutes les joueuses une à une ont commencé à prendre en compte un petit peu la valeur de la perte d'un match. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la saison se joue sur les 2 derniers matchs. Et je pense que ça peut aider à faire grandir encore le club et l'équipe pour l'année prochaine. Pauline, vous êtes là depuis un peu plus longtemps. Qu'est-ce qu'elle a de si différent, l'équipe, par rapport à la saison passée ? Où est-ce qu'elle a failli sur cette saison de LFH ? Je pense que le groupe était vraiment bon. Voilà, au niveau de la préparation cet été, je sentais vraiment une équipe forte. Voilà. Mais après, on a perdu donc une arrière-droite, tout ça. Après, on a perdu aussi Ivana Lovric pendant un petit moment. Donc, c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a le fait des blessures au début de saison qui a fait que le groupe n'a pas forcément pris ses repères dès le début. Donc, c'est ça qui a compliqué un peu les choses. Après, il y a eu quand même un gros renouvellement par rapport encore à la saison dernière où il y a eu 6 nouvelles joueuses. Donc, il faut que le temps que la mayonnaise prenne. Mais oui, je pense que c'est sur des matchs où on est censé être au rendez-vous, où c'est nous les favoris, on doit gagner ce match. Et voilà, il y a eu des matchs où on est passé à côté. Et c'est ça qui fait qu'on est à cette place aujourd'hui. Alors, on va reparler du championnat dans quelques instants. Je voulais faire une petite parenthèse sur la coupe aussi, parce que vous êtes venus au mois de septembre, ici même, Yann et Arnaud. Vous aviez dit les coupes font partie de nos objectifs. On va regarder ce que vous avez fait. Quart de finaliste perdu face à Nice d'un petit but, 23-22. C'était en Coupe de France. En Coupe de la Ligue, quart de finaliste également. Défaite un peu plus large, 30-22 contre Metz. Là aussi, il faut réussir à franchir un palier. Les quarts de finale, c'est plus assez maintenant pour le NLA, Arnaud ? Ces coupes, c'est clairement une déception. Après, on n'a pas eu de chance au tirage, puisqu'on s'est retrouvé à chaque fois à jouer des matchs secs à l'extérieur. Donc, c'est quand même pas un avantage. Ouais. Contre Metz, j'ai pas vu le match, mais donc les autres en parleront mieux. Mais je pense que sur ce match-là, on s'est raté. Et quand on se rate contre Metz, on prend une dégelée. C'est ce qui a été fait. Contre Nice, on peut avoir beaucoup plus de regrets parce qu'on est devant pendant 55 minutes ou même 58 minutes. Et Nice mène pendant 1 minute. Mais c'est notre problématique, c'est dans la tête. On est beaucoup trop fragile dans la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lâche. Et on lâche face à des joueuses expérimentées que sont Lacrabert et Darleux, qui ont un passé d'international derrière elles. Qui ont du mental, qui savent influencer les arbitres, le public, le machin, qui savent jouer avec les éléments. Et comme nous, on se retrouve comme des gamins, ballottés par la mer et par le vent. Et résultat des courses, on se retrouve contre les récifs. Ces éliminations, elles ont marqué le groupe, mesdames ?
Il y a eu un coup d'arrêt vraiment. Alors peut-être plus celle de Coupe de France, hein, parce qu'il y a juste un petit but d'écart. Metz, comme l'a dit Arnaud, c'est une dégelée. Oui, mais après le match de Metz, quand on sait qu'on prend le premier du championnat, voilà, on sait qu'on n'a pas non plus... Chez le premier du championnat. Chez le premier du championnat, on n'a pas grand-chose à perdre, donc voilà. Nice, je pense que ça touche plus de par le classement au championnat, puisque ce sont des concurrents directs, sachant aussi qu'on les rejouait 3 jours après en championnat. Donc c'est vrai que c'est difficile de se mettre en condition, savoir comment aborder le match, parce qu'on sait que 3 jours après, on a une échéance qui est pour moi qui est plus importante, le championnat. Même si la coupe reste un objectif, je pense que le championnat est quand même, au jour d'aujourd'hui, de par nos résultats, une priorité. Et je pense que voilà, perdre d'un but avec un match où on a vraiment mené tout le long et on n'a pas su tuer au moment opportun, je pense que ça nous a mis un petit peu dedans après pour le match de samedi, qui suivait. Ça aurait pu influencer. Garder la dynamique aussi du groupe, de se qualifier. Je pense. Le match de coupe, oui. En plus, ça s'est joué à rien. Je pense que juste, même si la victoire avait été que d'un but, je pense que ça, voilà, l'état d'esprit aurait été meilleur. Surtout qu'on a quand même fait un bon mois de janvier, pas évident à jouer tous les 3 jours et plus à l'extérieur qu'à domicile. Donc je pense que ça aurait été de bon augure juste de gagner ce match-là. Alors l'autre objectif, ce sont les playoffs. On y vient justement. Il reste 2 matchs au NLA face à Metz. Ce sera samedi au Vigno. Et puis à Toulon. Comment on aborde ces 2 dernières journées, Yann, aussi tendues que la saison dernière? Parce qu'on le disait, hein, c'était un peu le même scénario. Oui. Nous, on a toujours notre carte dans notre main. On va peut-être revoir le classement, comme ça on va mieux comprendre. Allez-y, Yann. Il y a 2 journées de la fin, on peut se retrouver théoriquement 3e comme 7e. Parce que ce sont les 6 premiers qui participent. Si on gagne les 2 matchs, les circonstances peuvent nous projeter à 3e place de classement ou à la 4e. Si on gagne un seul match, on peut passer à la 6e place, comme on peut rester 7e. L'idée, c'est de gagner les 2. L'idée, c'est... Enfin, on a toujours notre carte à la main et notre idée, c'est de gagner les 2 matchs. Voilà. Pauline, vous avez vécu l'an passé également. La tension est la même? Ou est-ce que l'expérience vous aide à aborder un peu mieux c'est le money time, comme on dit? Je pense que là, la tension est quand même présente parce que voilà, on joue Metz, donc on sait très bien qu'elles sont premières du classement. La dernière fois qu'on a joué contre elles, on a perdu 30-22. C'est une équipe qui est vraiment en forme et on en parlait avec Yann et ils n'ont pas perdu depuis octobre dans toutes les compétitions. Donc c'est vrai que ça va être dur, mais je pense que voilà, elles n'ont pas d'enjeu. Vu qu'elles sont, je crois qu'elles sont sûres d'être premières jusqu'à la fin de saison. Et du coup, je pense que c'est l'envie qu'on va mettre dans ce match qui va prouver qu'on est capable de le gagner, d'augmenter, de passer à une place au classement. Et voilà, je pense que ça va être sur l'envie. Vous aurez un rôle important aussi, j'imagine, les anciennes, comme vous disiez Arnaud tout à l'heure, mais pour briefer les jeunes. Vous avez vécu ce genre de situation? Ça aussi, l'expérience, ça va être important pour aborder ça? Oui, ça va apporter de la sérénité, je pense, sur certaines qui peuvent être prises dans la spirale de la pression d'enjeu. Après, on est toutes conscientes de ce qu'on doit faire et du travail à faire et de l'implication qu'on doit donner pour ces 2 matchs-là, pour arriver à l'objectif qui était les playoffs et peut-être potentiellement une place européenne. Après, moi je vois pas, il n'y a pas plus de pression que ça à avoir. On a 2 matchs à jouer, à gagner. Mais c'est Metz, c'est le leader. Oui, après, contre Fleury, on a été gagné chez elle. Le deuxième, qui sont quand même en Ligue des Champions. Donc on a quand même fait des matchs références contre Fleury, contre ici Paris, où on n'a pas perdu du tout. On a fait un match nul et a gagné à domicile. Contre Nîmes aussi, on a réussi à gagner quand même à domicile. Alors justement, quand on regarde Metz en championnat, c'est 34-33 le match aller. Oui, pour elle, la 3e va être la bonne? J'espère, parce qu'en plus, ce match aller, on gagnait jusqu'à la moitié de la 2e mi-temps, je crois, de presque 8 ou 9 buts. Alors, c'était à Metz, il faut le rappeler. Oui, à Metz. Donc, on avait vraiment fait 3 quarts d'heure vraiment très bonnes. Et dans le dernier quart d'heure, on s'effondre. Donc, voilà, Metz a la culture de la gagne. Nous, on ne l'a pas encore. Donc, c'est ça qu'il faut gagner
dans la tête surtout, penser qu'on est capable de gagner contre cette équipe. Ne pas se qualifier, Arnaud, il n'y a pas eu de coupe. S'il n'y avait pas de play-off, ça serait une vraie saison ratée pour le NLA ou pas? Oui, je pense. Oui, ce serait une saison. Alors ratée, on peut dire ratée ou une saison entre parenthèses. Je pense qu'effectivement, dans la construction d'un club, pour le club, ça ne changerait rien. Il n'y aurait pas de drame, il n'y aurait rien. Le club sera là l'année prochaine, on continue à construire. Vous seriez toujours là également? Oui, il n'y a pas de drame pour le club. Mais c'est vrai que dans l'évolution, dans la progression du club, ce sera une année, entre guillemets, gâchée. Gâchée par les blessures, gâchée par l'inconstance, gâchée par la malchance, par les événements extérieurs. Parfois, il y a des saisons où les choses ne s'imbriquent pas tout à fait bien. Maintenant, comme le disait Yann, on a toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas du résultat des autres. C'est-à-dire que si on se débrouille bien et si on fait notre taf, on peut tout à fait se qualifier en play-off brillamment. Et l'histoire retiendra qu'on était en play-off pour la 2e année consécutive, etc. etc. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est mis un peu dans la difficulté, que c'est un peu notre marque de fabrique, qu'on n'est pas toujours impérial à domicile. On est souvent un peu meilleur à l'extérieur. Pourquoi ? Je pense que c'est toujours la même chose. On est un groupe de filles qui réfléchit. Ouais. Et peut-être parfois un peu trop. Il ne faut pas trop réfléchir, les filles. Je pense qu'on gamberge beaucoup. Et alors qu'en face, je reste persuadé que quand on rencontre des équipes un peu au-dessus, elles ne réfléchissent pas, elles sont là pour gagner. Et puis finalement, au bout du compte, elles gagnent. Pas toujours, parce que Fleury, on a réussi à les battre, comme disait Pauline. Ici, Paris, 2 fois de suite, etc. Donc on a toutes les cartes en main. On a les joueuses et le talent pour. Après, un match reste un match. Il faut qu'on soit capable de bien gérer nos temps faibles. Et ça, moi, je le dis depuis le début de la saison pratiquement. Je dis, on a une problématique de gestion des temps faibles et une problématique un peu psychologique. La preuve, c'est qu'on rate beaucoup de pénaltys. On aurait mis ne serait-ce que 90% de nos pénaltys, ce que doit faire n'importe quelle équipe de première division. On aurait 3 matchs de gagnés en plus et on serait encore qualifié pour la Coupe d'Europe, etc. etc. Et ne pas se qualifier pour les playoffs, ça sera ma dernière question sur ce thème, ça remettra en cause aussi le recrutement, parce qu'il y a des joueuses... les joueuses veulent venir parce qu'il y a l'Europe, parce qu'il y a des challenges. C'est déjà trop tard, je dirais, parce que globalement, il y a le fait d'être quasiment certain d'être en Coupe d'Europe ou d'avoir un passé qui fait qu'on est en Coupe d'Europe, on attire des joueuses, entre guillemets, d'un autre calibre. Ouais. À partir du moment où on est toujours à la remorque, qu'on n'est pas sûr, qu'on reste encore un club, on va dire moyen, puisque c'est notre statut aujourd'hui, et au niveau européen quasiment inexistant, c'est compliqué de faire venir des joueuses qui ont une certaine renommée et qui aspirent à jouer la Ligue des Champions ou au moins une coupe EHF. Donc effectivement, mais c'est quasiment déjà trop tard. Les recrutements sont quasiment déjà tous faits, les choses sont parties. Il va y avoir beaucoup de changements au NLA ? Non, pas beaucoup. Non. Il y aura des changements, on essaiera d'apporter ce qui nous a manqué cette année, c'est-à-dire le petit plus d'expérience. C'est combien, 2, 3, 4 joueuses ? 3, 4 maximum. Sachant que plus, c'est compliqué aussi, parce qu'on voit bien que le temps que l'amalgame prenne, le temps que les joueuses arrivent à trouver leur marque, que le projet de jeu se mette en place, c'est forcément compliqué. Il ne peut pas y avoir 2 années de transition consécutives. Pour nous, dans notre optique, le groupe qu'on constituait cette année était un groupe qui avait vocation à rester sur au moins 2-3 ans. Ouais. Il se trouve que ce ne sera probablement pas complètement le cas, parce qu'il y a des joueuses qui n'ont pas été exactement au rendez-vous là où on les attendait, au moment où on les attendait. Donc on fera des ajustements, mais ce ne seront que des ajustements pour espérer gagner cette petite différence, une petite chose, c'est petit, mais le haut niveau, c'est ça. C'est-à-dire qu'entre le dernier et le premier, souvent la différence, elle est minime. Alors le très haut niveau, vous l'avez découvert cette année avec la Coupe d'Europe, c'était face aux Suédoises de Ur, une double confrontation, une victoire 27-26 à l'aller, une défaite 30-27 et une élimination. En décrochant l'Europe, justement, c'était la deuxième partie de la fusée, dans l'évolution du NLA, après la montée en LFH, c'est ça ? Je pense que c'était très bien pour le club, parce que c'est vrai que dans un environnement nantais, qui est d'ailleurs très chargé par beaucoup de clubs qui sont déjà au niveau européen, si on va avoir une chance d'exister déjà dans notre microcosme nantais, il faut être européen. Si on n'est pas européen, on n'existe pas au niveau local. Alors si on n'existe pas au niveau local, pour exister au niveau national ou international, c'est excessivement compliqué. C'était une grosse déception, les filles, de ne pas se qualifier face à Ur, surtout quand on voit le match aller, où vous gagnez,
contre toute attente, finalement. Oui, Marion. un match qui n'était pas forcément parti en notre faveur. Au final, on décroche la Il y avait victoire. moins 8 à un moment dans le match. Oui, on était vraiment pas bien engagés. Après, de gros regrets sur le match retour, puisque elles nous ont rien montré de plus. Et voilà, ça a encore été des erreurs techniques, des pertes de balles. C'était ça la différence. Un jeu précipité qui a fait que... Parce que le match a été quand même équilibré. Le match retour a été équilibré quasiment tout le long. match, Et après, ça a été plus plus rien équilibré. sur les 10 dernières minutes. Yann, le souvenir que vous gardez justement de cette mini-campagne européenne? Je vais dire que le match retour en Suède, il était encore plus. Il y a plus de frustration de match retour parce que c'était vraiment le match où on avait le match à la main, dans notre main. Ça s'est joué à 2 dernières minutes. Une possession, on a raté, ils ont marqué. Et si c'était à l'envers, c'est nous qu'on est passé. Donc, c'était grosse déception, déjà la mienne, et aussi pour les clubs, et aussi pour les joueuses. Pour moi, c'était les 2 matchs, celui-là, plus le match à Nice en Coupe de France. Voilà. Un match aller de Coupe d'Europe qui s'est joué dans un contexte très particulier. C'était au lendemain des attentats du Bataclan. Justement, forcément, on ne joue pas un match. Même si vous l'avez gagné, on ne joue pas un match dans des conditions normales. On a vu les images où il y avait une minute de silence très pesante. Pauline. Moi, j'ai trouvé cette soirée vraiment géniale après ces événements. C'est vrai la salle était pleine. On revoit les images. Ouais. Il y a eu vraiment la communion du public lors de la minute de silence. Et voilà, je pense que quand on est rentré sur le terrain, on avait vraiment envie de prendre du plaisir sur ce moment-là et de passer une bonne soirée. Et je pense que c'est ce qu'on a fait parce qu'on a tenu quand même le public en haleine jusqu'à la dernière minute. Donc je pense que tout le monde a dû passer une bonne soirée et était content d'être sorti après ce terrible... Ces terribles attentats. Ces terribles attentats, Elle a oui. servi à quoi finalement, cette double confrontation pour le NLA? On va poser d'abord la question aux sportives et au niveau sportif, Marion. Est-ce qu'on en sort grandi? Oui, forcément. Peu importe, victoire ou défaite, un match de Coupe d'Europe, c'est particulier puisqu'on rencontre des équipes qui ne jouent pas le même registre de handball. C'est une autre culture, c'est une autre façon de faire, tout ça. Je pense que pour les jeunes de l'équipe qui n'y ont jamais participé, qui sont en devenir et tout, je pense que ça a été un apprentissage où elles ont bien vu que c'est pas parce qu'on gagne d'un but à la maison que tout est fait, qu'un match de Coupe d'Europe c'est pas 60 minutes mais c'est 120 et qu'on repart à 0 à chaque fois parce que ça a toujours son lot de surprises, c'est jamais acquis par avance. Donc je pense que quelque part oui ça va apporter beaucoup de choses à certaines, celles qui ont découvert la Coupe d'Europe. C'était la même équipe avant et après, Yann? Est-ce que l'équipe vous l'avez senti? C'est difficile à juger parce que juste après l'élimination en Coupe Il y a eu la d'Europe, trêve, il y avait les 2 mois de trêve. Mais on a vu qu'au retour, Donc, au mois de janvier, vous gagnez 3 matchs sur 4. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Le groupe il a très bien travaillé pendant cette trêve hivernale. Probablement quelque chose qui s'est passé. À mon goût, il manquait au moins encore un tour. Comme elle dit Marion, c'est apprentissage, mais c'était un apprentissage assez court. Trop court. Et il fallait au moins encore 2 matchs pour les joueuses qui prennent la conscience de ces Coupes d'Europe, qu'est-ce que c'est Coupe d'Europe, etc. Au-delà du sportif, Arnaud, il y a des nouveaux sponsors qui sont arrivés grâce à cette Coupe d'Europe. Vous avez senti qu'il y a eu un frémissement pour le hand féminin à Nantes? Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ce que je dis toujours. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique sur le sport féminin en général et sur le handball en particulier. Mais on voit que le VBN joue la Coupe d'Europe et le VBN remplit le Palais des Sports de Beaulieu. Ça a été votre cas aussi? Oui, alors il y a un succès de public. Enfin, les gens viennent nous voir, on remplit les salles. Donc tout ça, c'est magique et c'est vraiment exceptionnel. Maintenant, avant d'attirer des partenaires privés pour venir soutenir le sport de haut niveau, c'est pas un seul tour de Coupe d'Europe qu'il faut faire. C'est s'inscrire dans la durée.
Il faut déjà aussi avoir une salle qui ressemble à une salle de haut niveau. Enfin, il faut un certain nombre de paramètres qui sont aujourd'hui pas tous complètement réunis. Justement, cette expérience a fait grandir le club dans tous les domaines. Et vous l'avez ressenti, ça ? Oui, parce que ça nous d'abord, on se rend compte qu'on est capable d'organiser un match de Coupe d'Europe, on est capable de remplir le palais des sports, on est capable de ne pas être ridicule, parce que ce club suédois de Höör est toujours qualifié. Ils vont peut-être probablement se qualifier pour les demi-finales, alors que nous, on était à un but. Donc tout ça démontre que le club de Nantes grandit. On a été contacté pour la première fois par des agents scandinaves qui nous ont proposé des joueuses alors qu'on n'avait jamais eu aucun contact avec des agents scandinaves. Donc le fait de s'être montré en Suède fait que les Danois, les Norvégiens, etc. se disent « Ah bah oui, il y a quand même un club qui existe ». Un nouveau palier de franchi. C'est un nouveau palier de franchi, mais pour que ce soit vraiment constructif, il ne faut pas que ce soit un effet de souffle une fois, il faut s'inscrire dans la durée. Et les clubs qui sont inscrits dans la durée au niveau européen, comme Metz ou comme les grands clubs européens, ils sont européens tous les ans depuis 10 ans. Et là, on commence à exister. Regardez l'évolution, justement, du NLA depuis la saison 2010-2011. Elle est assez impressionnante. Une montée en Division 2 en 2010-2011, et puis une année 4e en 2011-2012 en D2, la montée en LFH, 7e de LFH, 5e de LFH l'an passé, et les playoffs, la Coupe d'Europe cette année. Vous êtes clairement là dans votre tableau de marche. Oui, on n'a pas à rougir de notre progression. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que la marche suivante elle sera plus compliquée à franchir. Jusqu'où peut aller justement le NLA ? Et est-ce que le NLA peut y aller tout seul, surtout ? Est-ce qu'elle en a les moyens ? Alors, on n'est pas tout seul, on est dans un environnement, ça dépendra de ce que font les autres. C'est toujours pareil, le championnat de France, comme le disait Yann en début d'émission, on ne sait pas exactement à quelle sauce déjà il va être mangé par la fédération. Donc tant qu'on ne connaît pas les règles du jeu, c'est difficile de savoir si on est équipé pour jouer dans un jeu auquel on n'a toujours pas les règles, alors qu'on est déjà au mois de mars. Enfin, c'est un peu compliqué. Néanmoins, on voit bien que les grands clubs français, petit à petit, budgétairement parlant, ne sont pas aussi à l'aise qu'il y a quelques années, que les budgets sont plutôt en contraction ou en stabilisation descendante. Donc aujourd'hui, nous, on est dans une dynamique économique qui est plutôt positive. On a un club qui est bien géré, qui est sain. On attire de plus en plus des joueuses de talent qui ont envie de venir nous rejoindre, et pas uniquement des mercenaires qui viennent pour faire un peu une saison, gagner quelques sous et repartir. Donc on est dans une logique de construction qui doit pouvoir nous emmener beaucoup plus loin. Et notre ambition aux joueuses, à Yann et à moi, c'est d'être capable, à un moment donné, de se retrouver dans le top 3 régulier. Mais est-ce que le NLA peut le faire seul ? On va y venir. Il y a cette idée de club omnisport. Vous êtes un des instigateurs justement de cette idée. Elle vient d'où d'ailleurs cette idée ? De ce constat que le NLA, que le Nantes Rosé Métropole Volley en volley ou que le VBN en volley féminin ne peut plus y arriver tout seul parce que le système économique, le modèle économique est trop compliqué ? C'est sûr que pour le sport d'élite qui n'est pas le football ou qui n'est pas le rugby, d'aller chercher de l'argent privé, c'est très compliqué. Donc il faut impérativement, à un moment donné, qu'on arrive à mutualiser un certain nombre de choses pour pouvoir être plus fort. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on est plus fort à 5 ou 6, à plusieurs, que tout seul. Donc c'est vrai que la mutualisation des moyens et la mise en commun d'un certain nombre de choses avec d'autres sports de haut niveau paraît une logique certaine pour arriver à aller plus vite. Et c'est pas forcément pour aller plus vite, mais c'est plutôt pour consolider dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on s'en sort très bien tout seul, on peut continuer tout seul. Et si on devait être tout seul encore pendant 5 ou 10 ans, on pourrait le faire. Le sujet, c'est qu'on le ferait de façon un peu différente, on le ferait de façon moins pérenne, et on le ferait de façon plus risquée. Alors pour en venir au fait concret, c'est quoi l'idée ? Vous avez rencontré Valé Marquita, le président du FC Nantes. Il est plutôt partant pour ce club omnisport qui s'appellerait FCN et qui regrouperait combien de clubs ? Comment ça se passerait ? Vous piloteriez ? Ce serait Valé Marquita ? Comment ça se passerait concrètement ? Est-ce que ça, vous en savez un peu plus ? Alors, on est d'accord, on s'est rencontrés avec les différents présidents des clubs de haut niveau. On est d'accord sur le constat général qu'on serait plus forts tous ensemble. On est d'accord pour dire qu'il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute pour arriver à construire ce club omnisport.
que chacun garderait une certaine autonomie dans sa discipline et dans son club. Et l'idée, c'est de fonctionner comme une fédération, comme la fédération européenne ou la fédération américaine. Voilà, c'est sous un système fédéral, avec une autonomie sur un certain nombre de choses, et notamment dans le domaine sportif. Il faut bien un pilote, quand même, pour un club... Oui, mais le pilote ne serait probablement pas un des présidents de club d'aujourd'hui. Le pilote serait probablement un industriel, un chef d'entreprise qui serait là pour arriver à fédérer justement tous ces clubs-là, mais qui n'aurait pas d'intérêt particulier sur un sportif, voilà, pour être complètement neutre et avoir une certaine légitimité. Il n'y a pas le risque qu'un club comme le FC Nantes, qui est quand même le club phare, vampirise un petit peu justement ce projet ? Moi, je crois je crois pas du tout. Hein. Je pense que effectivement, c'est le club phare. Hein. Le FC Nantes, c'est l'institution nantaise par excellence. Maintenant, c'est le seul qui soit connu en dehors des limites de l'agglomération. Nous, on n'est absolument pas connus. Le volley non plus. Le basket non plus. Et ça peut vous aider à vous donner une certaine notoriété C'est de donner une notoriété à nous, mais à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une seule marque qui s'appelle FC Nantes, qui peut être basket, volley, handball, football, rugby, et qui soit en capacité de rayonner sur l'intégralité du territoire et au niveau européen, c'est forcément un atout important pour les clubs, pour la métropole, pour la mairie, pour les habitants, pour tout le monde. Mais alors loger qui et où ? Parce que les salles, on sait qu'il y a un énorme problème de salles sur Nantes. On va les voir, hein, le Palais des Sports de Beaulieu notamment, la Saint-Joseph de Porterie pour le VBN. C'est quoi ? C'est l'idée aussi de créer un complexe sportif. On sait que Valdemar-Kita, quand il est arrivé, voulait construire son stade. Mais je crois que dans cette association, dans cette mise en commun ou dans cette fédérale, il y a plusieurs étapes. L'étape de se dire on crée un complexe sportif pour tout le monde, etc. C'est une idée auquel j'abonde, mais c'est probablement dans un temps un peu plus long. Donc c'est peut-être, il y a d'abord plein de choses à faire. Il y a d'abord avoir les mêmes couleurs, avoir un site internet commun, avoir des sponsors en commun, avoir des équipementiers en commun. Et là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous en êtes où concrètement ? Ça avance ? Je dirais qu'on avait bien démarré, bien fini l'année 2015. Depuis le début de l'année 2016, c'est un peu au ralenti. Je pense que le projet bloque quelque part, pour des raisons qui m'échappent un peu aujourd'hui. Au niveau des pouvoirs publics ? Non, la mairie, la métropole est plutôt favorable et même très favorable à la mise en avant et la mise en place d'un tel projet. Maintenant, ça bloque quelque part pour des raisons que j'ignore. Je pense que c'est une histoire de temps. Je pense que les esprits ont besoin de s'acclimater. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Foot Sport. Bien sûr, on suivra le dossier. Vous reviendrez nous en parler. Arnaud Ponroy, merci également à Eric, Julien, Thomas, Dany, qui était en régie. On se retrouve jeudi pour Fou de foot avec Lorik Sana. Ce sera la boutique du FC Nantes. On vous attend nombreux. Très bonne fin de semaine à tous. Salut.